Bonjour toutes et à tous. Alors on termine le cours intitulé La reproduction sexuée chez le gymnosperme. Alors on s'est arrêté au document 3, la fécondation et la formation de la graine chez les gymnospermes. Alors on fait un petit retour en arrière. On a déjà vu sur le document 2 la pollinisation et la germination du pollen. On a dit que les cônes mâles ils vont libérer les grains de pollen. Le grain de pollen va se déposer au niveau des cônes femelles. Et comme chez les angiospermes, le grain de pollen va commencer à germer, il va former le tube pollinique, c'est-à-dire que la cellule végétative va s'allonger, va germer, former le tube pollinique, et la cellule reproductrice va nous donner les deux entérozoïdes. Alors, voilà, on continue. Alors ici, vous avez le phénomène de la germination du grain de pollen. Alors le grain de pollen, une fois il se dépose sur le cône femelle, il va commencer à germer et il va former le tube pollinique. Le tube pollinique qui s'allonge, il s'allonge vers le sac embryonnaire afin d'atteindre l'oosphère. Alors une fois il atteint l'oosphère, alors ce que vous devez retenir, c'est que un seul entérozoïde va féconder l'oosphère et le deuxième entérozoïde, tout simplement, il est inutile, il va dégénérer. Chez les gymnospermes, on n'a pas une double fécondation. On a une simple fécondation, c'est-à-dire qu'un seul entérozoïde va féconder l'oosphère et l'autre entérozoïde, tout simplement, il va dégénérer. Donc, on aura la formation d'un zygote. Le zygote, bien sûr, comme on a déjà vu, va commencer à se multiplier par mitose. Après plusieurs différenciations, on va obtenir à la fin quoi? On va obtenir la graine. Vous voyez, la graine, elle est ailée, c'est-à-dire qu'elle a une sorte des ailes, elle a des ailes pour pouvoir se déplacer. Voilà, on va lire la réponse. Alors, le tube pollinique continue à s'allonger pour atteindre finalement le sommet de l'oosphère. Celui des deux gamètes mâles qui se trouve le plus près de l'extrémité du tube pollinique va fusionner avec l'osphère, c'est-à-dire l'entérozoïde le plus près fusionne avec l'osphère, produisant un œuf, ou là la cellule œuf, ou bien le zygote. Le second gamète mâle, c'est-à-dire le second entérozoïde que renferme le tube pollinique, reste inutilisé et se détruit, ainsi que tout le reste du tube. Alors, tout simplement, le deuxième entérozoïde va dégénérer, il sera détruit. Dès que la fécondation est opérée, le zygote 2N se cloisonne en plusieurs cellules par mitose, se divise par mitose, tout en restant enfermé au sein de l'endosperme, c'est à l'intérieur du gamétophyte, pour engendrer après différenciation un gros embryon porté par un suspenseur. L'embryon chez le pain est caractérisé par des nombreux cotylédons. On a vu chez les angiospermes soit des graines monocotylédons ou bien des graines dicotylédons. Chez les Alors j'ai dit que chez les angiospermes, on a vu les graines, soit ils sont dicotylédones ou bien monocotylédones, mais chez les gymnospermes, les graines ils ont plusieurs cotylédons, ils ont plusieurs et nombreux cotylédons. Bien sûr, comme on a vu chez les gymnospermes, il y aura, la graine renferme la radicule, la gémule, la tigelle, etc. Alors l'embryon est entouré par l'endosperme, c'est-à-dire l'albumène, c'est-à-dire que les graines chez les gymnospermes sont albuminés et tout est enveloppé par des téguments qui donnent par la suite l'écorce, ainsi se forme la graine chez le pain. Bien sûr, vous cliquez comme d'habitude sur pause et vous recopiez la réponse au niveau de votre portfolio. Bien, on passe au document 4, passage de la vie ralentie à la vie active, germination de la graine. Alors, la même chose ici. Alors, comme je vous ai parlé tout à l'heure, la graine chez les gymnospermes, elle est ailée, là, elle a des ailes, c'est pour pouvoir se déplacer grâce au vent, bien sûr. Alors, une fois qu'elle se dépose sur le sol, bien sûr, si les conditions sont très favorables, la graine va commencer à germer et il va former une nouvelle plante. Voilà. Alors, les étapes de la germination chez le pain.
Les graines atteignent leur maturité après 2 saisons de croissance. La plupart sont pourvues d'une ou deux ailes. Les cônes s'ouvrent, on parle de cônes ici bien sûr de cônes femelles, ils vont s'ouvrir l'automne et les graines sont alors dispersées par le vent. Tombent sur le sol, s'imbibent d'eau, gonflent et l'écorce se déchire. Pendant la germination, la racine primaire pénètre dans le sol et se ramifie. La jeune pousse porte les cotylédons qui forment bientôt les feuilles généviles et des branches latérales et commence ainsi la croissance de la jeune plantule. Alors, comme d'habitude, bien sûr, vous cliquez sur pause et vous écrivez la réponse au niveau de votre cahier de cours. Bien, on passe à la dernière activité, activité 3, cycle de développement chez les plantes à fleurs. Alors, les différents types de cycles de développement, bien sûr, vous lisez le document, vous l'avez déjà. Le document, on parle de cycle de développement. Alors, la reproduction sexuelle d'un organisme implique l'alternance d'une phase haploïde et d'une phase diploïde, ça vous le savez déjà, que le rôle de la méiose, c'est quoi? C'est on a déjà vu ça chez les angiospermes, c'est d'obtenir des cellules haploïdes à partir de cellules mères qui sont diploïdes. Alors, je vous laisse le temps de lire le document. On passe au deuxième document, la réalisation du cycle chromosomique. Alors, comment on réalise le cycle chromosomique? Alors, il est caractéristique que l'on présente la garniture chromosomique comme élément essentiel du cycle de développement d'un individu. La phase haploïde représentée par un seul trait. Alors, pour dessiner, pour schématiser le cycle chromosomique, normalement, on le dessine par un seul trait. D'accord? Comme ici. Si la phase elle est haploïde, on la schématise avec un seul trait. La méiose qui assure le passage de la phase diploïde à la phase haploïde est représentée par le symbole, voilà le symbole ici. Alors le voilà en gros. Alors pour schématiser la méiose, on le schématise avec ce symbole-là. D'accord? Alors la phase diploïde est représentée par deux traits parallèles. Alors pour schématiser, si l'individu ou la phase elle est diploïde, on la schématise avec deux traits. D'accord? Alors deux traits pour diploïde et un seul trait pour haploïde. Et ce schéma-là, ça représente la méiose. D'accord? Alors la fécondation qui restaure la diploïde à travers l'union des gamètes haploïdes est représentée par le symbole, les deux flèches ici. Alors, ce petit symbole ici représente quoi? Représente la fécondation. Tout simplement, l'individu mâle va libérer un gamète mâle et l'individu femelle va libérer le gamète femelle. Alors, l'union des deux gamètes va nous donner le zygote, tout simplement. Alors, l'œuf est représenté par le symbole. Les gamètes sont représentés par des petits points. Le mâle, bien sûr, avec ce symbole, et la femelle avec le symbole femelle. Alors, on parle ici de cycle monogénétique diplophasique. Diplophasique, regardez bien. Pourquoi on l'appelle diplophasique? Parce il est entièrement conçu d'une phase diploïde. D'accord? Alors, comment on peut distinguer le cycle diplophasique? Alors, tout simplement, regardez. La fécondation, il est précédé par la méiose. C'est-à-dire que une fois l'individu va produire ses gamètes à partir de la méiose, une fois il produit les gamètes vont s'unir, ils vont fusionner, ils vont féconder, ils vont donner un zygote. Donc tout le cycle il est diplophasique. Alors je répète, le zygote bien sûr il est toujours 2N. Pourquoi le zygote il est toujours 2N? Parce qu'il est le résultat de l'union de deux gamètes NN. Gamètes mâles et gamètes femelles, ils sont haploïdes, alors NN. Alors, l'union des deux gamètes va former un zygote. Le zygote, il est à 2N. Alors, le zygote, bien sûr, commence à se multiplier par mitose, 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 et donc on est toujours sur la phase 2N. Alors, 2N, 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 diploïde, diploïde, diploïde. Mais à un moment donné, l'individu va nous produire des gamètes. Voilà. Comment il produit l'individu les gamètes? Il les produit grâce à la méiose. Alors la méiose, le rôle de la méiose, on a déjà cité que le rôle de la méiose, c'est obtenir des cellules haploïdes à partir de cellules diploïdes. Donc ici, on passe de diploïdes à haploïdes. Donc lorsque la méiose elle est toujours
il précède la fécondation, on parle de cycle diploïde. C'est-à-dire que la méiose se trouve juste avant la fécondation. Regardez là, c'est la fécondation. Juste avant la fécondation, il y a méiose. Donc, le cycle sera toujours diplophasique. Alors, pour le cycle haplophasique, c'est l'inverse. Alors, regardez. Alors, pour vous simplifier les choses, on commence toujours par les gamètes. Regardez, le gamète N avec un autre gamète N, fusion des deux gamètes va donner un zygote 2N. C'est-à-dire la fécondation donne un zygote 2N. Juste après la fécondation, directement après la fécondation, il a eu une méiose. Donc la méiose, il va faire quoi? Il va réduire le nombre de chromosomes. Donc on passe de 2N, on se retrouve encore avec N. Donc le cycle sera un cycle haplophasique. D'accord? Alors, pour différencier les deux, alors j'ai dit ici, la méiose se trouve avant la fécondation. Là, la méiose se trouve après la fécondation. C'est bon? Pour le haplodiplo, c'est-à-dire qu'il comporte une phase haplophasique et une phase diplophasique. Sur ça, on l'a appelé haplodiplophasique. Alors tout simplement, regardez bien, la méiose et la fécondation sont séparées. Alors là, toujours on commence par la fécondation, le gamète mâle et femelle vont former le zygote 2N. Alors l'individu va vivre sous sa forme diplophasique, à 2N, 2N, 2N. À un moment donné, l'individu va subir une méiose, il va réduire le nombre de chromosomes, se retrouve avec une phase haplophasique, avec un autre individu qui va vivre dans la phase haplophasique. Et à un moment donné, il va libérer les gamètes qui vont fusionner. Donc, tout simplement, je répète pour distinguer les trois phases. Ici, diplophasique parce que la méiose se trouve avant la fécondation. Haplophasique, la méiose se trouve après la fécondation. Haplodiplophasique, la méiose et la fécondation sont bien sûr séparées. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Le cycle de vie ou le développement est la période de temps pendant laquelle se déroule une succession de phases qui composent la vie complète d'un organisme. On distingue trois cas. Alors, premier cas, la méiose intervient au moment de la gamétogenèse. Les cellules sexuelles gamètes sont des seules cellules haploïdes. Après la fécondation, les cellules du nouvel individu qui descendent de la cellule œuf par mitose sont diploïdes. Un tel cycle de développement où la méiose précède la fécondation. La méiose précède la fécondation. Je répète, la méiose précède la fécondation, c'est-à-dire que la méiose se trouve avant la fécondation. Est caractérisée par la prédominance remarquable de la phase diploïde. Il est dit diplophasique. Alors, la méiose succède immédiatement à la fécondation. Succède, c'est-à-dire qu'elle se trouve après fécondation. La méiose se trouve après la fécondation. La phase diploïde, dans ce cas, est réduite. Et la cellule œuf, dans un tel cycle, les individus sont constitués de cellules à N chromosomes. C'est la phase haploïde qui prédomine. C'est un cycle haplophasique. Le troisième cas, la méiose et la fécondation sont nettement séparées par des phases de division métotique donnant chacune naissance à un organisme, soit diploïde, sporophyte, résultant du développement de l'œuf, soit haploïde, gamétophyte, résultant du développement d'un spore. On observe donc l'alternance d'une phase haploïde et d'une phase diploïde. C'est un cycle haplodiplophasique. Bien sûr, vous cliquez sur pause afin de recopier sur vos portfolios. Alors, donc, la reproduction sexuée est marquée par l'alternance régulière de deux mécanismes biologiques dont la position de l'un par rapport à l'autre et leur séparation dans le temps détermine le type de cycle de développement. Alors, la méiose qui assure le passage de l'état diploïde à l'état haploïde, ça vous le savez, la fécondation qui réunit les deux lots haploïdes des chromosomes des gamètes pour rétablir l'état diploïde. Le bagage chromosomique caractéristique de l'espèce est ainsi conservé génération après génération. Vous recopiez ça aussi au niveau de votre portfolio. Alors, donc 3, le cycle de développement chez les angiospermes. Alors, on a déjà vu les angiospermes, le cycle de développement. Alors, l'antère va libérer, l'antère ici va libérer les grains de pollen. Le grain de pollen se dépose sur le stigmate, il germe, il s'allonge, il va à la rencontre du sac embryonnaire, double fécondation parce qu'on a deux entérozoïdes. Donc, à la fin, on se retrouve avec un zygote principal et l'autre, il est accessoire.
le principal devient l'embryon, l'autre devient albumène, etc. Germination de la plante. Ça représente le cycle de développement. Alors la question ici, c'est schématiser le cycle chromosomique. Alors le cycle chromosomique ici, bien sûr. Alors le cycle, il est diplophasique parce que après méiose, il y a une fécondation. Donc la méiose se trouve avant la fécondation. C'est bon? La méiose se trouve avant la fécondation, tout simplement parce que la méiose a donné quoi? Elle a donné le grain de pollen et bien sûr chez le mâle, et elle a donné quoi? Bien sûr, au niveau de l'organe reproducteur mâle. Et la méiose a donné aussi le sac embryonnaire au niveau de l'organe reproducteur femelle. Directement après, on a eu une fécondation. Juste après le méiose, on a eu fécondation et bien sûr, on a obtenu un zygote. Donc le cycle, il est diplophasique. Alors on constate que seuls les gamètes sont haploïdes et que la fécondation suit la méiose. Donc l'organisme des angiospermes est diploïde durant toutes les phases de son cycle. Donc c'est un cycle diplophasique. Bien sûr, vous recopiez, cliquez sur pause et recopiez la réponse sur votre portfolio. Le cycle de développement chez les angiospermes, c'est la même chose. On a dit qu'il y a un cône mâle et cône femelle. Le cône mâle, bien sûr, libère les grains de pollen qui se déplacent par le vent. Ils vont à la rencontre d'un cône femelle. Ils vont germer. Ils vont former un tube pollinique qui s'allonge vers l'oosphère après fécondation, etc. On aura obtention d'une graine qui va germer à la suite pour donner un nouveau individu. Alors la même chose ici, le cycle il est aussi diplophasique, c'est la même chose qu'on a vu chez les angiospermes. Alors on constate que seuls les gamètes sont haploïdes et que la fécondation suit la méiose, donc l'organisme du sperme est diploïde. Alors c'est la même chose qu'on a dit, regardez, la fécondation est précédée par la méiose chez les deux individus, méiose, juste après la méiose il y a fécondation, donc c'est un cycle diplophasique. Alors la même chose, cliquez s'il vous plaît sur pause et recopier au niveau de votre portfolio. Alors on s'arrête là, merci pour votre attention et bon courage à toutes et à tous.